Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour la cinquième édition de la Journée nationale de notre filière de santé maladie rare Neurosphinx, dans des conditions un petit peu particulières, puisque au dernier moment, nous avons été contraints de passer ces 2 jours de séminaire en 100% digital. Je sais que vous êtes nombreux à vous être inscrits et je vous remercie de participer activement à l'animation de cette filière, car sans vous, cette filière n'a pas beaucoup de sens. Pour ceux qui ne connaissent pas très bien encore les acteurs de cette filière, je me présente. Je suis donc Sabine Sarnaki, je suis chirurgien dans le service de chirurgie pédiatrique de l'hôpital Necker Enfants Malades depuis très longtemps et j'en assure la direction depuis 2015. J'ai donc été coordinatrice du centre de référence MAREB, dont on parlera demain, de 2007 à 2020, assistée par le docteur Célia Crétol. Et puis, depuis 2019, je suis coordinatrice de cette filière, toujours en binôme avec Célia Crétol. J'ai eu le plaisir et peut-être une expérience assez particulière de m'occuper en tant que vice-présidente santé du deuxième plan maladie rare de 2011 à 2016. Et finalement, j'ai mis en place ces filières avec l'équipe de la DGOS. Et je suis heureuse aujourd'hui de voir, après finalement 5 ans d'existence, que 6 ans maintenant, que l'ensemble de ces filières fonctionnent bien et avec un vrai bénéfice et pour les centres de référence et surtout pour les patients et leurs familles, puisqu'ils sont au centre de nos préoccupations. Je voudrais également donc présenter ma collègue Célia Crétol, avec qui je travaille depuis 25 ans et qui a été, je dirais, à l'origine de la création de notre centre de référence, puisque elle s'occupait du syndrome de Curarino. Elle avait fait sa thèse de génétique sur ce syndrome et un jour elle est venue me voir en me disant: ça serait bien que l'on fasse un centre de référence sur les anomalies du pôle caudal. Elle est praticienne dans notre service depuis 2004 et depuis 2020, je lui ai cédé donc la coordination du centre de référence après qu'elle ait investi beaucoup d'énergie dans la mise en route, on va dire, de la filière Neurosphinx de 2015 à 2019. Je voudrais, pour introduire ces journées, rappeler un petit peu quand même, un petit mot d'historique sur l'évolution des différents plans nationaux maladies rares, parce que peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous n'avez pas pris, je dirais, toute la mesure de cette évolution. Donc, le plan a démarré en 2004, puisque les maladies rares sont devenues un enjeu de santé publique inscrit dans la loi, et c'est quelque chose de tout à fait pilote au niveau européen et probablement international. Et c'est à ce moment-là, pendant cette période-là, que les centres de référence ont donc été labellisés 131 à l'époque. En 2011, quand je suis arrivée à la DGOS pour m'occuper du deuxième plan maladie rare, on était un petit peu on était évidemment, il y avait eu une grande avancée sur la prise en charge des patients atteints de maladies rares, mais avec encore un délai de diagnostic, donc un délai d'errance diagnostique qui restait important, à 8 ans à l'époque. Je me rappelle de ce chiffre. Et puis finalement, il y avait ces 131 centres de référence, énormément de centres de compétences, je crois plus de 350, et un paysage qui n'était pas très clair, ni pour les patients, ni pour les médecins généralistes. Et donc, c'est là qu'on a souhaité structurer l'organisation, le réseau de ces centres de référence maladies rares, selon des thématiques, et donc de créer ces 23 filières de santé maladies rares. C'est à ce moment-là que la filière Neurosphinx a été labellisée. C'est aussi une période où il y a eu une relabellisation des centres de référence avec un paysage qui s'est un tout petit peu modifié.
Le troisième plan maladie rare a mis un petit temps avant de se déclencher après le deuxième plan et va se terminer l'année prochaine. Les axes de ce plan se sont renforcés sur le problème de l'errance diagnostique. Et donc, l'idée est que ce délai d'errance soit vraiment raccourci. Et puis, aussi un grand focus sur le parcours de soins coordonnés de la naissance à l'âge adulte. La transition est un élément important et aujourd'hui, beaucoup d'adultes sont encore dans une situation difficile du fait de cette transition qui ne s'est pas faite correctement et surtout peut-être d'acteurs dans le monde adulte qui ne sont pas encore suffisamment proches de cette problématique des maladies rares. Et durant cette période, donc la filière de santé a été relabellisée en 2019. Un autre rappel qui me semble important est les filières, enfin les missions respectives des filières de santé maladies rares et des centres de référence maladies rares. C'est un sujet qui a été d'ailleurs au cœur de la réflexion sur les filières, comment situer, comment positionner les missions des centres par rapport à celles des filières. Il ne faut pas qu'il y ait, évidemment l'idée était qu'il n'y ait pas de redondance. Donc je vais d'abord commencer par les centres de référence pour rappeler que les centres de référence ont bien sûr une mission nationale puisqu'ils organisent leur réseau de sites constitutifs, ils coordonnent leurs sites constitutifs et leurs centres de compétences. Je rappelle que les centres de compétences n'ont pas de financement et que seuls les sites constitutifs ont des financements. Les missions de ces centres répondent aux 5 axes principaux: coordination, expertise, recours, recherche, enseignement et formation dans leur domaine. Pour ce qui concerne des filières, il ne faut pas oublier de se rappeler que les filières sont ont pour mission essentielle de coordonner les activités des centres de référence qu'elles intègrent. Nous avons dans Neurosphinx 3 centres de référence, c'est MAVEM, Marvu et MAREP. Et donc cette coordination a pour but, donc c'est une filière d'ambition nationale, hein, bien sûr. Elle ne se substitue pas aux centres de référence pour ce qui concerne leur mission de recours et d'expertise, mais elles vont aider à améliorer le diagnostic et la prise en charge des patients sur les missions de diagnostic et de soins, sur les missions éducatives, et ça je crois que c'est important puisque il peut y avoir des redondances entre les différents centres, donc c'est important de coordonner ces missions éducatives, de coordonner aussi toutes les actions concernant le médico-social, et puis pour l'accès aux traitements et aux dispositifs médicaux, les filières peuvent avoir un rôle important pour aider, elles sont là pour soutenir les centres de référence. Sur la recherche, dans la mesure où ces filières sont généralement thématiques, et c'est le cas de la filière Neurosphinx, il va y avoir un rôle important des filières sur la recherche, avec d'ailleurs des rôles qui qui ont un peu évolué au fil des ans, puisqu'au départ, il n'était pas question que les filières fassent des appels d'offres pour la recherche et qu'elles délivrent des bourses, par exemple. Il n'était pas question que les filières recrutent des techniciens d'études cliniques ou des assistants de recherche clinique. Aujourd'hui, les choses ont évolué et j'en suis bien heureuse. Et donc, les filières vont pouvoir vraiment soutenir la recherche en assurant un continuum entre la recherche fondamentale et clinique, en essayant de coordonner les initiatives, voir s'il y a des initiatives qui peuvent se synergiser, ou être synergiques, pardon, peut-être susciter des projets de recherche collaboratifs et peut-être encore plus important, aider les centres de référence et coordonner les centres de référence pour des réponses à des appels d'offres nationaux, européens ou internationaux. Enfin, sur l'enseignement et la formation et aussi sur l'information du grand public, on voit bien
que les filières ont un rôle important puisque elles sont dotées de moyens qui leur permettent d'assurer par exemple la mise à jour du site, et je crois que le site de la filière est très actif et j'espère utile pour beaucoup de gens. Et donc voilà, là encore, un financement que d'ailleurs nous avons obtenu difficilement, puisqu'au départ, les filières ne devaient pas avoir de financement. Et je pense que Madame Lègre, qui va suivre, nous donnera des bonnes nouvelles sur ces financements. Je finirai pour parler donc du périmètre. On l'a dit, les filières ont un périmètre national. Elles sont pluridisciplinaires et pluriprofessionnelles puisqu'elles intègrent les laboratoires de biologie, les laboratoires de recherche, les associations de patients, les sociétés savantes. Et ça a été quelque chose de tout à fait nouveau. On le voit par rapport aux centres de référence qui n'ont pas cette connexion du fait même de leur structure. Elles sont donc autour de pathologies d'organes. Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les aspects financiers et fonctionnels sont gérés au niveau des sites hospitaliers. Et ça, on va dire que ça peut être un frein dans pas mal de situations. On a eu l'occasion de l'évoquer dans différentes réunions et je pense qu'on en reparlera. Et on ne va pas reparler de leur mission, mais vous voyez que c'est vraiment une animation, une coordination d'un réseau d'acteurs pluridisciplinaires, pluriprofessionnels dans toute la France. Pour ce qui concerne les centres de référence, ce sont des équipes hospitalières qui ont une expertise avérée pour une maladie rare ou un groupe de maladies rares et qui donc vont avoir ces missions d'expertise, de recours et bien sûr à leur niveau et pour leur pathologie, une animation sur la formation, sur la recherche, sur l'enregistrement de l'activité sur la BNDMR et la collaboration bien sûr avec les associations de patients. Je vais passer sur l'autre diapositive, une petite difficulté, j'arrive. Ici, la composition du réseau de la filière qui montre bien, donc d'une part, les 3 centres de référence qui composent cette filière, et puis tout autour de ces centres ou soutenant ou accompagnant ces centres, on voit qu'il y a les paramédicaux, les associations, les laboratoires, les acteurs de l'éducation thérapeutique et puis toute la problématique de la recherche. Je pense que ce schéma illustre bien la richesse de la composition de cette filière. Cette richesse, elle a une implantation nationale qui a pour but donc de mailler le territoire et d'harmoniser les pratiques. Donc, je rappelle, 3 sites coordonnateurs, 8 sites constitutifs, avec des pilotes que vous voyez inscrits sur cette diapositive et que vous connaissez, qui vont se présenter au fur et à mesure de ces 2 journées. Et ceci représente 87 centres de compétences. Et on voit là que la coordination, en tout cas la visibilité et la lisibilité des centres de référence, des sites constitutifs et des centres de compétences, elle est apportée par la filière. Je vais laisser donc la parole au docteur Crétol qui va commenter un petit peu et introduire la journée, car malgré les difficultés de l'année, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, n'est-ce pas Célia ? Merci Sabine pour cette introduction très claire sur nos missions respectives. Oui, je voulais souligner tout de même que cette année, à bien des égards, a été troublante, perturbante, angoissante, et que la dernière fois qu'on s'est parlé, le 4 décembre 2019, tous ensemble, on était dans un amphithéâtre. On ne se doutait pas qu'on serait là, derrière nos écrans. Et je voulais dire que aussi on a refondu complètement. Vous n'avez peut-être pas tous vu, bien sûr, tout ce qui s'est passé derrière, mais vaille que vaille,
on a tenu le coup et toute l'équipe de la filière quasiment a été refondue. Safia est arrivée et toutes vont se présenter au fur et à mesure, mais je voudrais vraiment saluer l'extraordinaire travail qu'elles ont fait, je pèse mes mots, l'acculturation qu'elles ont fait en urgence, je dirais pour le bien commun. C'est peut-être un grand mot, mais je le pense sincèrement. Safia à la recherche, Tiffaine à la com, Julie à l'e-santé qui participe activement à l'organisation de cette journée, Ségolène qui vient d'arriver sur la transition, et bien sûr Iris, notre chef de projet orienté sur la santé qui vient de s'atteler à cette tâche de coordination de la filière avec nous. Aline est toujours là, Sandrine aussi se présenteront. C'est bien sûr un énorme travail cette année qui a été loin d'être simple. Et du coup, je dois dire, comme beaucoup, ce Covid nous a boosté dans nos actions digitales. On a fait des Facebook Lives, on s'est mis au webinaire, on a accéléré nos RCP. Et on en a profité aussi pour refondre intégralement notre site internet que Tiffaine va vous présenter. Hein, et n'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Le but, comme l'a dit Sabine, c'est d'être au service des patients, d'afficher des réseaux cohérents de soins et d'adultes et bien sûr d'enfants. Aline a continué vaillamment, je dirais, ses formations à l'éducation thérapeutique avec des personnes en région maintenant qui sont formées. On espère des programmes d'éducation thérapeutique qui vont émerger en région. Et puis, grâce à Safia, au professeur Parker, on a publié notre premier appel à projet recherche avec 9 lauréats qui vous exposeront leurs travaux préliminaires au cours de ces 2 journées. Et puis, je dois dire un grand plus auquel je suis particulièrement attachée grâce à Jean-Marie Joannick, grâce au centre de référence et à CEMAVEM, l'obtention d'une préindication pour les plateformes de séquençage au débit pour les dysgraphismes syndromiques, quelque chose qui personnellement me tient très à cœur, mais qui, grâce au ministère, va porter ses fruits, j'espère. Je ne vais pas épiloguer plus, mais vous introduire donc Madame Lègre, qui parle au nom de la DGOS et qui nous a fait le plaisir et je dirais même l'honneur de parler pour ces journées, pour faire un point sur notre année peut-être, mais surtout nos perspectives en tant que filière Neurosphinx, mais en tant que filière tout court. Donc je laisse la parole à Madame Lègre et je vous souhaite une bonne matinée.